Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast baseball universitaire et le tout en français. Bien content de vous retrouver alors qu'on a un rythme quand même assez soutenu ces derniers temps avec la reprise de la saison. On a déjà eu 3 week-ends passés, on va considérer entre guillemets 3 semaines de passé. Les choses sérieuses vont commencer pour certaines conférences qui vont entrer dans leur calendrier de conférences. On va parler un peu de tout ça, je vais aussi vous raconter un tout petit peu ma vie, sans vous raconter ma vie en détail, mais juste pour parler un peu d'autres baseball très rapidement. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur toutes vos plateformes de podcast d'écoute préférées, ainsi que sur YouTube, et de même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, et puis je pense qu'on peut y aller tranquillement. Allez, c'est parti. Alors on va commencer, et puis j'ai envie de dire tout d'abord pour commencer que je vis entre guillemets ma meilleure vie, comme à chaque instant de l'année, quand on arrive à peu près en février-mars, quand la saison de baseball universitaire a bien repris, quand on a également le softball qui est là, bien là aussi, avec pas mal de performances incroyables. En plus de ça, je suis assez gâté puisque, et c'est là où je vais raconter très rapidement ma vie, je suis également les qualifiers, les qualifications pour la World Baseball Classic de 2026. Et là, au moment où j'enregistre, sur mon écran de télévision, il y a Allemagne-Brésil, match pour la deuxième place de leur poule. Leur poule, je rappelle, il y avait donc Colombie, Brésil, Allemagne et Chine. La Chine est d'ores et déjà éliminée parce qu'elle a perdu ses 3 matchs. La Colombie, normalement, si j'ai bien compris, est déjà qualifiée, puisqu'ils ont remporté tous leurs matchs, les 3 premiers matchs. Et là, en fait, on a ce match pour la deuxième place. Mais peut-être que je n'ai pas tout compris, parce que j'ai pas suivi le modèle des qualifications, j'ai vraiment suivi les matchs en eux-mêmes. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai un peu moins regardé de baseball universitaire sur ce milieu de semaine notamment. J'ai regardé un match de mid-majors entre UC Irvine et San Diego. Pas San Diego State, UC San Diego. C'est même pas UC San Diego, c'est San Diego tout court. Ils sont en WCC, donc la même conférence par exemple que Gonzaga. Pour ceux qui suivent un peu le basket universitaire, c'est une fac référencée à ce niveau-là, mais au niveau du baseball, ils ne sont pas si mauvais que ça non plus. Portland également, l'université de Portland fait partie de cette conférence pour ne citer que. Et donc bref, c'était pas un match très intéressant puisque UC Irvine a clairement montré sa supériorité malgré le fait qu'ils étaient en déplacement, en gagnant, je pense que ça s'est fini en 12-2 ou 12-3. Il y avait 12-0 en milieu de 9e, puisque c'était à San Diego, donc du coup, forcément, le bas de 9e se jouait pour les frappeurs de San Diego. Ils ont réussi à quand même rentrer quelques points sur la fin. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, l'épisode va être plus court que d'habitude. Je vais quand même revenir sur quelques petits faits marquants tout d'abord. Voilà ce qui, selon moi, sont des faits marquants, ou en tout cas quelques enseignements qu'on peut tirer. La saison est encore fraîche, mais on voit déjà quelques tendances. Et parmi ces tendances, on a un peu terminé avec ce 3e week-end tout ce qui est tournoi. Mais ça nous a permis de faire une revue d'effectifs entre guillemets de chaque grosse équipe ou chaque équipe un peu plus outsider. Et la première chose que j'ai envie de noter, et je l'ai notamment tweeté, Ohio State est très 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 intéressant. Alors les résultats sont forcément très bas si on regarde juste la fiche statistique. Je pense qu'ils ont 1 ou 2 victoires et tout le reste c'est des défaites, donc c'est-à-dire 7 ou 8 défaites. Mais je le rappelle, ils ont accepté de se confronter à ce qui se fait de mieux dans différentes powerhouses en termes de conférences. Là, ce week-end, ils ont notamment joué Oregon State et c'est le match que j'ai suivi vraiment pour ce tournoi-là. Ça avait très très mal commencé puisque dès la première manche, ils étaient menés, je pense, 3-0 ou 4-0. Et comme d'habitude, en fait, les pitchers, là c'était Michalak, son nom de famille c'est Michalak. Je pense pas qu'il le prononce Michalak, mais ça rappellera aux fans de rugby, je pense aux Français en général, un certain joueur de rugby. Mais bref, je le connais pas forcément, c'est pas voilà, je me rappelle dans les prévus, j'en avais certainement parlé, mais c'est pas des pitchers que je reconnais pour être tout à fait honnête. Mais c'est une tendance chez les pitchers d'Ohio State, on voit beaucoup de travail à faire puisque c'est très délicat pour eux de lancer dans la zone. Donc ils concèdent beaucoup de buts sur balle et forcément quand vous placez des adversaires sur base sans qu'ils n'aient rien demandé, il suffit d'un coup sûr pour faire entrer des gens, un sacrifice fly, enfin je veux dire c'est beaucoup plus facile pour scorer.
Euh, Ensuite, Ohio State a grignoté un peu son retard. Ils étaient menés à un moment 7 ou 8-3, donc je m'étais dit qu'il y avait toujours une marge, hein. Et d'un coup, il y a eu cette éruption, parce que Oregon State aussi, on va dire que il y a des choses qui rassurent, notamment Eva Arquette, hein, l'un des gros prospects de la prochaine draft. Il y a des choses qui rassurent un peu moins, notamment la défense. Là, c'est pas forcément juste le pitching, mais la défense en général. Il y a eu pas mal d'erreurs de Oregon State lors de ce match. Et ils ont carrément laissé Ohio State revenir. On s'est retrouvé à 9 partout sur la fin du match. Et au final, certes, Oregon State a gagné 12-10. Mais vraiment, Ohio State, hein, a des joueurs très 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 intéressants. Il y a des joueurs très athlétiques, des joueurs... il y a aussi une sorte de... comment je vais dire ça? D'ailleurs, Matthew Gravely, il y a ce côté un peu à l'unisson. Et on a l'impression que ces joueurs-là se dépassent en fait physiquement, notamment pour voler des home runs, pour tenter des actions défensives spectaculaires qui pour l'instant passent. Donc voilà, c'était le premier enseignement que je voulais noter. C'était voilà, un petit shout-out à Ohio State. Ils ont un nouveau coach dont j'ai parlé, hein, l'ancien coach de Campbell, hein, Justin Hare, qui a quand même créé une culture de la gagne du côté de Campbell. Et là, il en est vraiment aux fondations. Donc forcément, il y a des joueurs, voilà, petit à petit, qui va pouvoir peut-être intéresser quand il va leur montrer le projet de jeu. Parce que le jeu est très alléchant, encore une fois, c'est vraiment du super baseball, très athlétique, très physique, très spectaculaire que l'on peut voir. Et le seul bémol, clairement, ce sont les lanceurs qui voilà, plombent un peu les matchs. Mais après, ça fait partie également de l'apprentissage. L'autre élément que je voulais noter, on reste dans la Big Ten, c'est Maryland. Alors Maryland, ils ont connu des années fastes, hein, au début des années 2020, enfin fin des années 2010, début des années 2020, tout ça sous l'égide de Rob Vaughn. J'en ai parlé et reparlé et reparlé. Et là, avec Matt Swope, ça a été un peu plus délicat la saison dernière. Cette saison, ils sont en 6-4 hein, jusqu'à présent, donc ça reste un bilan positif, mais c'est pas si foufou que ça. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est un match qu'ils ont gagné, et c'est un match incroyable d'ailleurs contre Wake Forest. Euh, Ils l'ont gagné, c'était samedi. Et ce qui était intéressant dans ce qu'ils ont fait, c'est réussir en fait à battre une équipe qui nous a montré depuis le début de la saison qu'elle était redevenue très sérieuse, surtout en termes de pitching et en termes de bullpen. Et en général, quand les Demon Deacons ont un lead, comment je peux dire ça, ont un lead vers la fin du match, on peut compter sur le bullpen pour garder ce lead. Ça n'a pas été le cas justement face aux Terps, puisque voilà, ils ont donc concédé hein, cette défaite euh, dans la 9e manche, hein, tout simplement, avec notamment euh, une grosse performance de Maryland qui a réussi à scorer 3 runs. Donc c'est pourquoi je voulais highlight de ce passage-là, puisque comme je l'ai dit, donc il y avait 8-6 à ce moment-là, et au final il y a eu 9-8. Donc voilà, tout ça pour dire que on est là. On est là, donc euh, Maryland très intéressant. C'est un petit shout-out aussi pour Maryland très rapide, hein. J'ai pas beaucoup d'enseignements à vous donner, ça reste un début de saison, mais je voulais quand même en parler parce que c'était un match que j'ai suivi sur le côté. De manière plus générale, il y a eu pas mal d'enseignements, il y a des trends, on va dire des tendances. On voit des équipes comme Ole Miss qui montrent des choses très intéressantes. On voit d'autres équipes comme Texas A&M qui sont un peu sur une pente glissante. Alors, en termes de performance pure, peut-être que c'est justement une certaine constante depuis le début de la saison. Beaucoup de mal à frapper. On le voit avec justement JC Laviolette qui se fait strike out comme jamais. Enfin, il est carrément sur les mêmes bases que la saison dernière. Et du coup, j'ai même vu récemment, alors c'était le top de qui? Vous savez, il y a souvent des top drafts qui pop de ci et d'autres par des spécialistes. Ah mon dieu, ma mémoire est ce qu'elle est. Je pense que c'est Keith Lowe, mais faudrait juste vérifier parce que peut-être c'est pas lui. Mais en tout cas, j'ai vu une sorte de top, son top, si c'est lui, 30 des prospects pour la prochaine draft. Et Jace Leverett est déjà en train de glisser, hein, il est plus du tout numéro 1 pour le coup. Je pense qu'il était numéro 8 ou numéro 9 dans son, peut-être un peu plus haut, mais à peine dans son top, ce qui reste toujours bien, puisque il a toujours des qualités athlétiques exceptionnelles à revendre. Il a une défense qui peut être très 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 intéressante. À voir aussi si au niveau des pros, il bouge de son champ centre vers un champ de côté, ce qui pourrait aussi diminuer hein, quelque part sa valeur, puisque quand on a des joueurs un peu de champ de côté, ce qu'on veut voir aussi c'est que la batte suive
encore plus que sur une position premium comme champ centre où la défense clairement peut vous permettre d'avoir du boulot, on va dire. Donc voilà, Texas A&M, c'est un peu voilà coup-ci coup-ça. Une autre équipe, là j'ai l'impression de parler que des équipes SEC parce que je vais vous parler de LSU. LSU continue avec un autre tournoi qu'ils ont sweepé. Il y avait quand même du beau monde, notamment Kansas State. Continue d'impressionner sur ce début de saison. Et ils sont justement numéro 1 du pôle de cette semaine. Voilà, encore une SEC, je suis désolé, je suis pas très original, mais c'est parce que c'est ce qui vient de pop dans ma tête. Je voulais parler de Tennessee aussi, Tennessee qui du coup a pour l'instant le meilleur prospect universitaire basé sur ce top que j'ai vu, c'est encore un début de saison, mais il est impressionnant sur ce début de saison et il est complètement le contraire de ce qu'on voyait du côté de Ole Miss. C'est bien sûr le transfuge, Liam Doyle, le pitcher est parti sur des bases assez exceptionnelles. Ça reste un échantillon assez faible et on n'oublie pas que pour les pitchers, ce qu'on veut voir, c'est de la constance et de la consistance. Donc c'est très bien, un très très beau début de saison, un début de saison même impressionnant. Mais je pense que des Jamie Arnold qui sont déjà référencés du côté de Florida State ou même des Tyler Bremner, même s'il a un début de saison un peu plus compliqué, il a fait ses deux premiers starts, il n'a pas dépassé les 3 manches. Ça a été très compliqué pour Tyler Bremner, donc du coup lui aussi dans le top de draft que j'ai vu, il était plus bas que ce qu'on annonçait avant la saison, en pré-saison. Donc voilà, je sais que ça part du coq à l'âne un peu, mais c'est pour vous donner un peu des tendances de ci et de là. On va continuer à suivre un peu tout ça. Je sais que Oklahoma State justement a battu Texas A&M. Il y a eu une semaine moyenne intéressante compte tenu des adversaires qu'elle a dû affronter, notamment Tennessee. Tennessee les a battus. Et puis voilà, il y a des mid-majors qui sont toujours là à pointer le bout de leur nez. Je sais que j'avais lu quelque chose. J'ai un peu oublié, mais je pense que Southern Miss a gagné une série. Est-ce qu'ils ont gagné une série ou un match face à une SEC récemment? Ah non, je pense qu'ils ont gagné une série face à TCU. En fait, j'ai pas suivi, mais en fait, ce que j'ai entendu, c'est que TCU ne perdait jamais de série, si ce n'est pas en tournoi national, bien sûr, mais de série face à des mid-majors quand c'est le début de saison. Quelque chose comme ça. Et comme par hasard, ils se sont fait battre par Southern Miss. Donc, je pense qu'ils ont gagné la série face à TCU. Donc, bravo à eux. Et puis voilà, on retrouve toujours des troubles faits, on va dire. Coastal Carolina est toujours intéressante. Louisiana, coup-ci coup-ça pour l'instant, mais ça se met en place. Donc voilà, beaucoup d'enseignements. Mais je voulais pas m'arrêter sur toutes ces équipes-là individuellement. C'est pourquoi je vous ai fait une sorte de récapitulatif un peu rapide. Mais là, on va passer sur non seulement une équipe, mais surtout, on va dire, un joueur sur lequel j'ai envie de m'arrêter par rapport à ses performances. Comme je vous l'ai rappelé lors du dernier épisode, on était aussi dans une semaine de rivalité. Il y avait des séries de rivalité dont on est habitué. Miami face à Florida. Florida d'ailleurs a remporté la série 2-1, mais Miami en gagnant le dernier match a donc sauvé un peu ce bilan global en termes de série entre ces deux équipes. Je pense que le bilan est pile à l'équilibre. Je pourrais pas vous dire les chiffres exacts, mais bon, il y a eu forcément beaucoup de matchs, mais genre il est pile à l'équilibre. Même nombre de victoires, et puis il y a un seul match nul. Donc voilà, je vais pas y revenir. J'ai regardé c'est le premier match que j'ai regardé, c'était le vendredi, puisque j'ai regardé justement la grosse performance de Liam Peterson, le nouvel ace, l'ancien freshman de Florida qui est maintenant un sophomore, qui avait eu du mal en tant que freshman, mais qui est en emmagasinant de l'expérience, nous montre un peu les fruits de son travail sur cette saison, sur ce début de saison sophomore. Ça a été très compliqué pour Miami de vraiment exister sur les 2 premiers matchs. Et ensuite, le dernier match, il y a eu une explosion offensive avec une victoire, je pense que c'était 13-7, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai envie de vous parler de l'autre gros match de rivalité, grosse série de rivalité dont je voulais parler. C'est South Carolina face à Clemson. Il faut le savoir, en Caroline du Sud, il y a donc forcément cette rivalité, et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que Clemson, sur ces dernières saisons, enfin depuis 2023, est de nouveau en tête d'affiche du baseball universitaire en termes de nation, en termes forcément de conférence, et en train de faire de l'ombre en fait, grâce à justement au travail d'Eric Bakich. Je pense que c'est sa 3e ou 4e saison à peine, peut-être je me trompe, mais
de mémoire, ça fait pas si longtemps que ça, mais surtout là, il est arrivé avec une méthodologie, une façon de faire qui marche bien du côté de Clemson. Et ils ont gagné la série, ils ont même sweepé South Carolina. Et ce qui a été intéressant pour Clemson pendant ce sweep, c'est clairement ce que le pitching nous a montré. Le pitching staff des Tigers, de Clemson, n'a concédé que 6 runs. 6 runs sur le week-end. Donc c'est quand même impressionnant, surtout au niveau du baseball universitaire. Je rappelle que c'est rare, 6 runs, c'est clairement presque un minimum dans certains matchs, quoi. Donc c'est quelque chose à noter. Il y a bien sûr des pitchers dont j'ai parlé comme Aiden Knack qui sont référencés, qui devraient être des top prospects pour la draft 2026 par exemple. Mais moi, le pitcher dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est celui qui a été élu pitcher de la semaine, et c'est plus que mérité, c'est Ethan Darden. Lors de la preview ACC, c'est peut-être pas le joueur sur lequel je parlais le plus, puisque c'est plutôt un long releveur, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à chaque fois, lors des saisons précédentes, il a donc commencé dans le bullpen, et puis en fonction des blessures et des états de forme de chacun, il a fini par rentrer dans la rotation du week-end pour au moins quelques matchs. Là, cette saison, il est clairement statué en tant que l'un des starters du week-end, donc le starter du samedi. Et depuis le début de la saison, il est plus qu'impressionnant. Là, encore une fois, il était dans un duel avec un autre très bon pitcher, Jake McCoy. Ce qui est impressionnant avec lui, c'est que il y a un calme qui se dégage de lui, en tout cas sur le match que j'ai vu. Attention, moi je vous dis, je parle que du match que j'ai vu, je ne vais pas non plus rentrer dans des explications plus générales, puisque c'est pas un joueur que j'ai l'habitude de suivre. Je suis beaucoup plus Aiden Knack pour des soucis de futur draft, et puisque c'est Lace a annoncé, le jeune prodige de Clemson. Mais encore une fois, Ethan Darden a montré un certain calme. En fait, je vous raconte très rapidement, dès le début du match, face à South Carolina, il a eu du mal en fait à commencer de belle manière, parce qu'il a carrément rempli les bases. Il a laissé les bases se remplir et il n'y avait aucun out dans le premier inning. Il a réussi à s'en sortir, et en fait, ce qui était frappant, c'est que il n'a pas eu forcément besoin de beaucoup de mots pour le rassurer ou quoi que ce soit. Il a juste continué à faire son travail. Il a recommencé à trouver la zone de strike, même s'il y avait du contact. Il n'a pas eu peur de pitch pour contact, quitte à prendre des runs, et il n'a pas pris de runs, puisque en réussissant à s'en sortir sur cette première manche, il va finir par avoir un match plus que complet, puisqu'il va terminer avec 7 manches lancées, et c'est un 7 manches en shutout, c'est-à-dire qu'il n'a pas concédé le moindre run, et il a réussi 6 strikeouts. Donc encore une fois, ce qui m'a frappé, c'est pas ce genre de lanceur premium, ou en tout cas sur lequel on se jette, parce qu'on voit strikeout après strikeout, des balles rapides qui sont tellement impressionnantes que les gens ont du mal à suivre, et puis un combo avec une balle cassante ou autre qui vous rend fou. C'est pas forcément ça. Il n'est pas... j'ai pas le mot. Il n'est pas outstanding, désolé pour l'anglicisme, enfin le franglais, mais en fait, encore une fois, cette approche calme, où il n'a pas peur, comme je l'ai dit, de lancer pour du pitch by contact, en gros, pour lancer, quitte à ce que les frappeurs arrivent à frapper, mais plutôt à frapper de la ground out, ou de la pop-up qui va finir dans les gants de ses défenseurs. Ça ne le dérange pas. C'est peut-être pas un joueur dont on va beaucoup parler au fur et à mesure de la saison, on va voir, mais en tout cas je voulais quand même highlight ce qu'il a fait, puisqu'il a été un peu la preuve de ce qu'a réussi à mettre en place en termes de pitching, tout simplement Clemson sur ce week-end. En face de lui, tout rapidement, je vais faire quand même une mention, parce que Jake McCoy a aussi été très bon. Il a réussi 12 strikeouts sur moins de manches par contre, et au final il a quand même pris quelques coups sûrs, parce que je pense qu'il s'est pris 2 earned runs, ou un truc comme ça, 1 ou 2 earned run, et au final Clemson a gagné ce match là 5-1. Donc voilà, c'était le petit highlight, la petite lumière que je veux mettre sur un joueur qu'on ne va peut-être pas forcément, dont on va pas forcément entendre parler beaucoup plus dans la saison, mais qui fait partie de ces rouages importants, et même importantissimes, des différentes équipes qui sont prêtes à essayer d'aller le plus loin possible lors du tournoi national si possible.
Voilà, voilou, on va faire une petite pause et ensuite on va faire un petit point Mathis Meurant et après je vais vous laisser tranquille pour un tout petit épisode. Allez, je reviens. Eh bien, il est temps de parler de notre jeune joueur français, Mathis Meurant. Alors, il a eu on va dire surtout un week-end un peu plus euh, délicat, enfin pas délicat en tant que tel, hein. Je rappelle qu'il est dans un effectif qui est quand même assez chargé en talent, hein. Je pense à Braden Summerhill qui est d'ailleurs, hein, dans le top des prospects dont je parlais, hein. Je me rappelle pas encore une fois si c'est Keith Law ou quelqu'un d'autre. Mais bref, je rappelle aussi qu'il y a des Mason White, il y a beaucoup de joueurs référencés dans cet effectif. Il avait joué face à Texas A&M pour le premier match, hein, de ce tournoi. Il avait terminé à 0 sur 4 à la batte. Il avait quand même réussi à scorer un run. Non, pardon, il n'avait pas réussi à scorer un run, mais il avait réussi à atteindre les bases, pardon, en 9e manche notamment. Et il était, lorsque Summerhill avait réussi un single, et bah, Arizona avait réussi à scorer un run, mais par splane. Et donc Mathis Meurant lui voilà, avait avancé de base, il était passé en seconde base. Mais voilà, un match très discret pour lui, offensivement. Il a ensuite été remplacé, si je dis pas de bêtises, dans le line-up pour le match suivant, le match face à Mississippi State. Arizona a quand même là aussi réussi une très belle performance. Ils ont battu Mississippi State, donc 6-5. Donc je répète, ils ont battu Texas A&M, je pense que c'est 3-2, donc l'équipe numéro 1 à ce moment-là du top 25, hein. Et ensuite ils ont battu donc Mississippi State 6-5, donc deux équipes rankées dans le top 25, ce qui est quand même super intéressant pour cette équipe. Par contre voilà, pas de Mathis Meurant pour le samedi. Et ensuite ils ont donc eu beaucoup plus de mal face à Tennessee, le champion sortant. D'ailleurs, face à Tennessee, ils perdent 5-1. Et dans ce match-là, il réussit un coup sûr sur 3 at-bats. Il est aussi strike-out une fois. Donc il finit avec un week-end, comme je l'ai dit, plutôt discret. Rien non plus voilà, fâcheux. Je rappelle quand même que c'est du baseball, hein. Quand on est éliminé 7 fois sur 10, on dit qu'on est successful. Donc je pense que ça va. Si on parle de ces chiffres au global, forcément avec sa semaine de newcomer de la semaine, la semaine dernière, ça permet de gonfler ses stats. Là, à l'heure actuelle, il est à .350 de moyenne à la batte, .435 d'OBP, .700 de slugging percentage, donc c'est toujours incroyable, mais encore une fois, c'est complètement boosté par les performances de la semaine dernière. Et il a un OPS donc de 1.135. Je rappelle, il avait réussi 2 home runs, hein, lors de cette fameuse semaine, 6 points produits. Donc là, cette semaine, ça a été une semaine plutôt blanche, hein, en termes de production offensive. Mais encore une fois, rien d'alarmant, c'est tout à fait normal. Et il est dans une équipe qui fonctionne bien en ce moment. Je pense pas qu'il soit dans le top 25, mais s'il continue certaines performances, ce qui peut leur faire du mal, c'est plutôt les midweek où voilà, s'ils n'arrivent pas à montrer ce qu'ils montrent en week-end durant les midweek, bah forcément le comité va avoir du mal à les mettre dans le classement, hein, tout simplement. Mais en tout cas voilà pour la semaine de Mathis Meurant. Puisque j'ai parlé un peu de top 25, j'en profite pour vous rappeler que chaque semaine le top 25 sort, et donc cette semaine il y a eu du remue-ménage. Texas A&M, qui est sur une pente, comme j'ai dit, assez glissante, assez descendante, hein, passe de la première à la 14e place de ce ranking, avec une semaine en une victoire, 3 défaites, donc c'est pas folichon. Comme j'ai dit, beaucoup de problèmes offensifs, ils sont un peu récupérés face à Rice. Mais même en midweek, je les ai vus perdre, je pense que c'était hier. Je pense que hier ils ont perdu contre UTSA en midweek. Ça serait à revérifier, mais je vais pas le revérifier maintenant, mais croyez-moi sur parole. Bref, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas oui, je pense qu'ils ont perdu face à UTSA, donc l'université de Texas San Antonio, qui est une mid-major, et je pense que j'avais d'ailleurs vu la stat comme quoi UTSA est invaincu depuis un truc genre 11 matchs à College Station. Parce que c'est vrai que les matchs de midweek, forcément, vous ne faites pas jouer tous les mêmes joueurs, surtout en termes de pitching. Je le rappelle assez souvent. Donc on essaie beaucoup plus de pitchers qu'on veut essayer de relancer, ou des jeunes pitchers, etc., etc. Et je pense que Texas A&M ou d'autres gros cylindrés en pâtissent.
Donc très délicat pour Texas A&M. LSU de son côté, semaine parfaite, 5 victoires, aucune défaite. Tennessee, Arkansas, North Carolina qui est toujours invaincu, si je dis pas de bêtises. Florida State, Georgia ont tous eu des semaines parfaites. Et d'ailleurs, Florida State est l'autre équipe invaincue. Je pense qu'il doit nous rester Tennessee, North Carolina, Florida State. Et après, je me demande s'il n'y a pas une équipe genre Murray State ou quelque chose comme ça qui est toujours invaincue dans les mid-majors. Je sais qu'Alabama, à la sortie de ce top 25, tout comme Oklahoma était invaincu, mais pour Oklahoma, je suis quasiment sûr, je les ai vus perdre là en midweek. Je suis quasiment sûr, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je suis quasiment sûr. Et Alabama, j'ai pas vu leur midweek match-up, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, il reste de moins en moins forcément d'équipes invaincues parmi les équipes qui sont pas dans le top 25 et qui sont invaincues. Donc comme j'ai dit, je pense qu'il y a toujours Murray State et il y a West Virginia. Donc voilou. Il y a des équipes qui pâtissent donc de leur mauvaise performance. Je pense à Duke. Duke, depuis le début de la saison, c'est moyen. Ils finissent avec un bilan positif sur la semaine, mais malgré tout, ils ont quand même eu des défaites pas très jolies. Donc ils sortent du top 25. Mississippi State finit avec une victoire, 3 défaites. Ils étaient déjà assez bas dans le top 25, donc ils sortent. Cincinnati, après un exploit du côté de Duke, retour à la réalité. Hein, ils ont perdu. En plus, c'était face à une mid-major. Je pense que c'est justement UC San Diego, à ne pas confondre avec l'université de San Diego, qui est du côté de la WCC, que j'ai regardé se faire laminer hier. Et aussi San Diego, pour le coup, a réussi à gagner la série du côté de Cincinnati en plus. Et Cincinnati termine la semaine en 1-4. Et donc TCU, je le confirme, a fini en 2-2. Ils ont perdu la série face à Southern Miss. Quelque chose qui ne leur arrive quasiment jamais face à des mid-majors. Donc eux aussi sont sortis. Du coup, on voit Auburn qui fait un très très bon début de saison. Beaucoup plus dans les standards auxquels on pourrait les voir normalement et auxquels on aurait souhaité les voir la saison dernière, vu la qualité d'effectifs, et pour l'instant ils n'ont pas de blessés. Alabama rentre également dans le classement. Au moment du classement, ils étaient invaincus avec un Justin LeBron, un superstar, comme j'ai dit, érudit. Coastal Carolina, comme j'ai dit souvent, et j'en ai parlé un peu en début de podcast, ça marche toujours bien. Semaine en 4-0, ils rentrent dans le classement. Et Oklahoma State était sorti la semaine dernière, ils reviennent avec une semaine très intéressante, surtout dans un tournoi. Je pense qu'ils n'ont perdu que contre Tennessee, alors que voilà, comme j'ai dit, il y avait quand même du lourd sur le plateau, notamment Texas A&M et compagnie. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont battu Texas A&M sans concéder le moindre run, ce qui fait partie des choses aussi un peu concerning, si on veut parler en anglais, concernant justement Texas A&M. Donc voilà, je le répète, le top 25, vous le retrouvez chaque semaine et je le reposte, je le retweet ou un truc comme ça à chaque fois, donc il y a moyen pour vous de le voir. J'ai envie de finir ce podcast en vous donnant quelques affiches à suivre, au moins d'un coin de l'œil pour ce week-end. Déjà, comme je l'ai dit, normalement le calendrier ACC reprend avec ce week-end quand même de belles affiches, je trouve. Je pense notamment à North Carolina contre Stanford. Stanford, jusqu'à ce week-end, faisait partie des équipes invaincues. Je pense qu'ils ont quand même gagné la série, mais ils ont perdu un premier match. Ça va être intéressant de voir comment se comporte Rintaro Sasaki face à une des meilleures équipes de la nation. North Carolina, c'est clairement une très très grosse équipe. Ils ont d'ailleurs le joueur de la semaine en ACC avec, je pense, c'est Hunter Stokely de mémoire. Ça doit être lui. Croyez-moi sur parole. J'aime bien dire ça. Mais donc voilà, très curieux de voir un peu comment va se passer ce match entre North Carolina et Stanford. Dans les mid-majors, il y a une série très 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 intéressante entre East Carolina, qui donc accueille Coastal Carolina, comme j'ai dit, qui est dans le top 25. East Carolina, comme je l'ai dit, c'est une équipe préférencée de la AAC. Coastal Carolina, je la présente plus, championne en 2016 et qui nous provient de la Sun Belt. Toujours des grosses affiches, ce genre d'affiches mid-major. Et puis, si je peux vous trouver une autre série qui peut être intéressante, peut-être quelques autres séries quand même à regarder au moins du coin de l'œil. Déjà, il y a Dallas Baptiste qui se déplace du côté de Louisiana. C'est jamais facile de se déplacer du côté de Lafayette. Et DBU fait partie des très bonnes équipes quand même de la nation et une des meilleures équipes comment on appelle ça, des mid-majors. Je pense que ça peut être clairement peut-être la numéro 1 ou une des numéros 1-2 de cette partie-là, les mid-majors. Et puis peut-être vous parlez d'Oregon, parce qu'Oregon, j'en parle pas beaucoup, mais ils font aussi un très bon début de saison. Et surtout, ils jouent face à USC. Et il faut rappeler que Oregon et USC font maintenant partie de la Big Ten. Donc, c'est quand même des choses intéressantes à voir pour ce début de saison, on va dire, en termes de calendrier de conférence. Je pense même qu'il y a d'autres matchs de Big Ten d'ailleurs qui commencent aussi, parce que je pense qu'il y a UCLA Maryland.
Et je suis dégoûté puisque je ne serai pas dispo, puisque c'est justement à College Park, hein, donc pas très très loin de chez moi, mais je ne serai pas à DC ce week-end, je serai du côté de Richmond, donc beaucoup plus loin pour le coup. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu voir cette série, surtout que UCLA c'est une équipe qui m'intrigue, j'ai l'impression qu'ils sont revenus avec des meilleures intentions. Mais bon, voilà. Pour moi, ce sont les quelques séries au moins regardées d'un coin de l'œil. Il y a tellement, tellement de belles séries que, voilà. Même des séries en termes d'histoire, par exemple, je pense à Pepperdine contre Arizona. Alors certes, Pepperdine, c'est plus ce que c'était, mais c'est une équipe qui a quand même été championne en tant que mid-majors. Je pense que c'est en 88. Peut-être je me trompe sur la date, mais je sais qu'ils ont été champions une fois, et c'est une de ces mid-majors championnes en termes de college baseball. Et donc historiquement, face à Arizona, c'est toujours des rencontres très intéressantes face à deux équipes, voilà, encore une fois historiques. J'ai dit historique au moins 20 fois dans la même phrase. Bref, voilà. J'ai envie de dire que c'est pas mal pour un épisode plutôt court cette fois-ci. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des sujets qui vous intéresseraient. Est-ce que vous voulez qu'on parle dès maintenant un peu plus des prospects et voir un peu comment ils évoluent par rapport à la draft 2025 à venir. Les prospects qui sont donc au niveau universitaire, hein. S'il y a d'autres sujets, je sais que voilà, lors du dernier épisode, pardon, j'avais parlé quand même un peu de Rintaro Sasaki en même temps que j'avais parlé de Mathis Meurant. Mathis Meurant, pour le coup, bon bah voilà, Cocorico, je vais certainement en parler quasiment chaque semaine, sauf s'il n'y a rien à dire. Par contre, Rintaro Sasaki, à vous de me dire si vous voulez aussi suivre en fil rouge un peu l'évolution de sa première saison du côté du pays de l'oncle Sam. Et j'ai envie de dire que sur tous ces mots, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.